bah, je fais la paix avec moi. Parce que j'ai besoin de moi et de moi tout entière. Et je ne suis pas monolithique, je suis composée de sous-parties de personnalité. J'ai besoin de toutes ces sous-parties de personnalité pour lutter contre ce voyou. Et faire la paix, c'est essentiel. Bonjour, on est dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Je suis avec Noémie Kléber sur cette émission passionnante sur le sujet des traumatismes, de la maladie, les événements de la vie qui nous poussent à nous réinventer. Et on était en première partie sur l'annonce, sur la réaction, sur comment le corps réagit, comment le psychique réagit. Et puis, on va parler dans cette deuxième partie de ce qu'il faut faire pour guérir, la partie de se battre finalement, l'acceptation de cette maladie, mais aussi de ne pas se laisser aller, de ne pas se laisser abattre, comme le disait Boris Cyrulnik, qui a écrit plusieurs livres là-dessus, sur la résilience, notamment le dernier, La nuit j'écrirai des soleils. C'est cette capacité, cette résilience, c'est cette capacité à se débattre pour se remettre en vie après une agonie psychologique. Et c'est ça en fait le but de cette vie, c'est pouvoir arriver à sortir par les mots aussi, surtout par les mots, par les gens qui nous entourent, les gens qui sont compréhensifs, qui sont professionnels et qui savent nous prendre aussi par la main pour nous aider. Oui, tu as tout à fait raison de parler de l'importance de la parole. Il faut parler de cela parce que ne pas en parler, le garder pour soi, ça peut être un choix. Si c'est un choix du patient, il faut le respecter. Le patient a besoin de garder cela secret et on doit le respecter dans sa souffrance et dans ce qu'il vit. Mais la plupart du temps, on demande aux gens de parler. D'ailleurs, lorsque l'on rentre dans un parcours de cancer, il y a des consultations prévues avec un psychologue pour parler justement. La parole est très importante et lorsque l'on est bien accompagné, alors à ce moment-là, on parle, on raconte, on se raconte. Et c'est peut-être le seul moment où se raconter est efficace. Très souvent en cours, je dis aux stagiaires, ne laissez pas les gens se raconter parce qu'ils font carrière dans ils s'écoutent parler. Ils s'écoutent, ils font carrière là-dedans, ça va pas, ça va pas, ça va pas, et ils le ruminent, ils le ressassent, et ce faisant, ils l'ancrent auditivement. Là, c'est une nouvelle qui nous a sidérés. C'est pas quelque chose que je rumine, c'est quelque chose que je viens d'apprendre et j'ai besoin de l'extérioriser. Donc la parole est très 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 importante. Juste avant que j'oublie, j'ai demandé en début d'émission, on m'a demandé y a-t-il une musique que tu aimerais entendre, et j'ai dit oui, bien évidemment, celle de Vanessa Paradis, oui, que l'on vient d'entendre. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi, et parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi, parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois, il est parfois important de se dire effectivement pourquoi pas. Je les regarde telles qu'elles sont et je me dis pourquoi pas. J'ai un cancer du sein à 34 ans, pourquoi pas? Qu'est-ce que ce cancer du sein à 34 ans peut m'offrir? Qu'est-ce que ce voyou à l'intérieur de moi veut me dire? Et si j'arrêtais de le considérer comme un voyou, et peut-être tout simplement comme un messager? Qu'est-ce que la douleur? La douleur, c'est un signal d'alarme. Et alors peut-être que cette cellule anarchique était un signal d'alarme. Et qu'est-ce qu'elle m'invite à faire? Qu'est-ce qu'elle m'invite à changer? D'où le titre de cette émission, comment se réinventer? Et comment les événements de la vie nous incitent finalement à nous réinventer. La parole fait partie de l'arsenal des stratégies. Il faut commencer par se programmer positivement, avoir un bon vocabulaire, se donner de la bonne nourriture mentale, très important. Quand je me sers c'est pas grave, j'ai pas mal, c'est de la mauvaise nourriture. Se servir du ça va aller, c'est ok, tout va bien, ce genre de choses, même si pour l'instant je ne sais pas vraiment ressenti, mais je me programme positivement. Et ensuite on parle déjà de stratégies qui ne demandent pas véritablement de connaissances, ni en hypnose, ni en thérapie brève, ni rien du tout. Ça paraît être du bon sens, mais ce bon sens est peut-être malheureusement un peu trop souvent oublié. C'est vrai, parce qu'un mot, une phrase peut tout changer, et même les médecins qui malheureusement sont supposés être des professionnels de santé et avoir un minimum de psychologie
médicale, je me souviens que quand j'ai donné cette formation à l'hôpital, c'était la formation d'abord en paroles positives et ça leur a appris énormément de choses. Et un médecin peut tout gâcher en un mot parce qu'ils ont tendance à croire qu'ils sont des dieux et qu'ils peuvent ou guérir ou condamner à mort quelqu'un. Je me souviens avec ma mère également, elle a eu un cancer et ils lui ont dit rentrez chez vous, il n'y a plus rien à faire. Et un autre médecin lui dit non, on va se battre, il y a d'autres méthodes, il y a une autre clinique et on s'est battu pour ça. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, ne pas toujours croire le professionnel de santé parce qu'il est médecin et parce qu'il a une blouse blanche. Tout à fait. Je mettre à dos beaucoup de gens ou pas, mais en tout cas c'est une réalité où il y a des gens qui ont tendance à croire qu'ils détiennent la vérité universelle. Oui. Et les miracles existent. On peut changer des choses, par la prière, par les paroles, et ça existe, ça se retrouve beaucoup de fois. Tout à fait, et je pense que dans ces cas de figure-là, il est important de respecter les croyances du patient. Si c'est un patient ayant des croyances religieuses fortes, il faut le laisser là où il est et ce en quoi il croit, parce que quelqu'un qui est très croyant va peut-être guérir grâce à la religion. Bien sûr, ouais. Et c'est fondamental. Le professionnel de santé n'a pas à rentrer là-dedans, il devrait plutôt au contraire s'appuyer sur ça. Pareil, parfois en coaching, on enseigne, si les gens croient aux vies parallèles, et s'ils pensent qu'ils ont été grands orateurs dans une vie parallèle, eh bien s'appuyer sur ça. Peu importe quelle est la conviction que nous avons, nous, en tant que thérapeutes, à ce propos. On peut y croire, pas y croire, peu importe, de toute façon, à la limite, ça n'a aucun intérêt. Donc il est vrai qu'il faut s'appuyer sur les croyances du patient. Et puis, j'en profite aussi, j'ai eu une idée tout à l'heure de saluer Christelle. Je sais qu'elle nous écoute. Oui, c'est vrai. Voilà. Et elle m'a envoyé un petit message tout à l'heure. Donc elle nous écoute et c'est vrai que, alors je discutais avec elle et avec d'autres infirmières que l'on a le plaisir de croiser au centre de formation. Les infirmières sont formées comme cela. C'est-à-dire qu'on leur apprend à dire aux patients: ne vous inquiétez pas, ça va pas faire mal, ou alors je pique, attention, je pique maintenant. Oui, oui. Et elles le font tout à fait bien, c'est-à-dire que quand elles sont en situation, elles ne sont que de bonnes élèves à ce moment-là lorsqu'elles disent ce genre de choses. Mais heureusement, je suis très très contente d'avoir Christelle et bien d'autres infirmières au centre de formation parce qu'elles comprennent à quel point ces mots-là chez le patient qui est déjà en transe négative, en fait, le patient est en transe négative, il entend ces mots et alors du coup renforce cette transe négative, cette angoisse et dois-je rappeler ce que l'angoisse produit en termes de manifestation? La sudation, le cœur qui bat la chamade pour pouvoir être plus rapide, plus alerte, etc. Bon, non, ça ne va pas. Donc, je suis très très contente de contribuer, d'apporter ma pierre à l'édifice au mieux-être à l'hôpital au travers de ces infirmières-là qui viennent se former. Et au travers de cette expérience que tu vis, que tu as vécue jusqu'à maintenant, avec cette histoire, il est important aussi de trouver une personne qui a aussi une souffrance similaire, qui va pouvoir, et qui a guéri, et qui va pouvoir aussi accompagner la personne qui est malade en ce moment. Oui, tout à fait. Et je pense aussi qu'il est important d'enlever cette pensée dichotomique de tout ou rien. Ça aussi, ça fait partie de la maladie. C'est-à-dire, je suis complètement malade et j'attends d'être complètement guéri. Cette pensée dichotomique est très, très, très mauvaise. Hein. On la retrouve chez les patients cancéreux, mais on la retrouve aussi chez beaucoup de patients. Tout blanc, tout noir. C'est oui, c'est non. Il n'y a pas de nuance et la nuance, c'est la vie. Voilà. Et il faut pouvoir progresser de l'un à l'autre. Il faut pouvoir progresser du noir au blanc, du blanc au noir. Et alors comment intervient le thérapeute? Eh bien, le thérapeute, il va repérer, c'est comme ça. C'est oui, c'est non. Il va rentrer, comme ça, il va installer une faille. C'est toujours comme ça, c'est ce qu'on appelle en PNL l'utilisation du méta-modèle, questionnement précis. On va demander de la précision au patient, c'est toujours comme ça, vous êtes sûr de ça? Et alors on va comme ça installer une faille chez le patient et installer les nuances de gris. L'art du thérapeute, c'est introduire une faille comme ça, par le questionnement. Et utiliser après des métaphores de progressivité, des métaphores de
progression. C'est ce que faisait Milton Erickson. Il racontait énormément l'apprentissage de la marche. Pourquoi? Eh bien parce qu'un enfant ne se dit pas « bon là j'en ai un ras-le-bol, je veux apprendre à marcher, c'est aujourd'hui ». Il apprend à marcher progressivement. Cette progressivité est très importante parce qu'elle fait comprendre au patient que ça va être un processus et qu'il va passer de malade à potentiellement bien portant, bonne santé. Mais c'est pas un je suis malade et puis je suis guéri. Et ce voyage, c'est le voyage en fait d'une vie, le voyage est à apprécier en tant que tel. Il y a un process, Il y a un process à apprendre et ça prend du temps. Et ça prend du temps, oui.